Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose que vous n'avez jamais vu. 3 mots-clés, 3 cylindres, moteur central arrière, 740 kg. Voilà. Je vous laisse la découvrir en images. Si vous avez vous aussi trop joué à Gran Turismo, vous l'avez sûrement reconnu, il s'agit là du Honda Beat, fraîchement acquise par Arthur Higo. Comment ça va les gars? Ça va très bien et toi? Bah écoute, parfaitement, là je découvre cette Honda. Jamais j'aurais pensé en voir une en fait. Elle est très cool. Donc là, je suis super content de l'avoir enfin en face de moi, quoi. Bah, nous aussi, on est très content d'avoir enfin pu la récupérer. Elle a passé un petit moment, au port. On va revenir dessus après. Mais c'est un vrai cadeau. On est très content. Clairement, une Beat en France, c'est rare. Alors oui, ça va être assez drôle, hein, parce que le nom du coup c'est Beat, B-E-A-T. En anglais. Faut pas se tromper, c'est le pire pays pour importer cette voiture. Mais exactement, c'est pas le meilleur, le meilleur nom. Mais voilà, donc bah écoute, dis-moi en plus, on a Beat. Donc c'est une Honda Beat de 1991. Donc comme toutes les autres, il n'y avait pas de déclinaison moteur différente. C'était tout le même moteur, toute la même architecture. Moteur central, propulsion, 3 cylindres. 660 cm3. C'était la limite de ce qui est autorisé dans les K-cars, dans cette classe bien spéciale au Japon. Exactement, parce que du coup les K-cars, c'est des véhicules, c'est une norme donc japonaise, et c'est des véhicules uniquement vendus au Japon. En fait, on est limité en longueur, je crois que c'est 3,40 m actuellement. C'est limité dans tous les sens, ouais, donc longueur, hauteur, largeur. Exactement, je crois que c'est 2 mètres de haut, 3,40 m de long, c'est ça. Et 1,48 m de large, et 660 cm3 surtout. Donc ça. au final, on a des tout petits moteurs. 3 cylindres, 64 chevaux, c'est ça? 64 chevaux, ouais. Je crois que la puissance doit arriver à 8000 tours, donc il faut aller les chercher, quoi. Ok, ouais. Mais ouais, c'est vrai que c'est super original parce qu'au final, on se retrouve avec une voiture minuscule. Je sais pas si on s'en rend vraiment compte, mais même par rapport à nous, je veux dire, ça arrive à tout petit peu plus haut que notre taille. C'est vraiment minuscule et on dirait un jouet au final, tu vois. Franchement, c'est vraiment cool. C'est exactement ça. Donc là, je l'utilise régulièrement maintenant depuis qu'on l'a récupéré, donc tous les jours pour aller au travail, et ça fait relativiser sur ce dont on a vraiment besoin. C'est important. Bah là, tu as le minimum du minimum, quoi. C'est ça. C'est quasi au niveau du Lotus, quoi, au final. Bah, on va continuer sur les specs. Donc dans les trucs un petit peu bizarres de cette voiture, hein, quand elle était sortie, c'était la toute première voiture moteur central monocoque du monde, avant toutes les autres. Donc elle a 2-3 trucs sympas au niveau du châssis. C'est suspension indépendante aux 4 coins, McPherson devant, multi-bras derrière. Donc c'est déjà pas mal bien équipé déjà. C'était sérieux. C'est sorti quand ça? 91. 91. Elle a été développée très rapidement par une équipe. Alors ça, c'est le truc un petit peu drôle. Avant la mort du grand patron de Honda, c'est la dernière voiture à avoir été approuvée par lui. Et elle a été développée par une équipe d'ingénieurs qui avait un âge moyen en dessous de 30 ans. Donc ils ont fait confiance à des jeunes, carte blanche, quoi. Ils y sont allés et ils ont fait un truc comme rien d'autre, quoi. Donc c'est la toute première de la triade, parce que c'est important de parler des trois. Donc celle-là, c'était la toute première à être sortie. Il y a eu juste après la Suzuki Cappuccino, qui était une de ses concurrentes, par contre qui était moteur avant propulsion. Effectivement, ouais, c'est vrai que c'est effectivement. Beaucoup plus comme une MX-5. Ouais. T'es assis super. C'est ça, t'es assis loin, en gros sur l'essieu derrière. Et la différence, c'était qu'elle était turbo, celle-là. Et c'est ça. Ça je savais pas. Je pensais que c'était un Atmo. Et donc juste après, il y a eu en beaucoup plus petit nombre la Otozama Z1 qui était proposée par Mazda mais qui était tout développé par Suzuki. Le moteur aussi c'est exactement le même que la Cappuccino.
Et, J'en apprends des choses. mais en volume beaucoup plus réduit. Là, celle-là, par exemple, plus exclusif, quoi. Pour donner des chiffres, celle-là, elle était vendue à 33 000 exemplaires. Il y en a eu 33 000. Il y a eu 28 000 cappuccino et 3 300 AZ1, quoi. Ah oui, donc effectivement, c'est vraiment beaucoup plus exclusif. Ouais. Donc aujourd'hui, on a à peu près, au niveau disponibilité, on n'a quasiment aucune chance d'avoir une AZ1. C'est très compliqué d'en avoir. Les Américains sont dessus, ils font tout ce qu'ils peuvent pour les avoir. Les cappuccinos, c'est un peu plus compliqué que celle-là. Là, les Honda Beat comme ça sont assez... c'est faisable d'en avoir une. C'est trouvable, quoi. Encore là-bas, malgré les imports, etc. Ouais. Donc là, elles ont tout juste 30 ans. Vu qu'elles ont été présentées, vu qu'elles ont été vendues quasiment toute la première année de production, on en trouve et maintenant faisable à moins de 30 ans pour avoir tout ce qui est collection et autres. D'où ton import, quoi. D'où ton choix. Exactement. Donc c'était, c'est tout frais disponible, c'est l'occasion, quoi. Exactement. Donc, et puis franchement, c'est archi original, quoi. Je veux dire, une Honda Beat en France, il y en a peut-être. Je me suis un peu renseigné. J'en ai vu une rouge. Il y a une jaune, et sur les forums, c'est tout ce que j'ai trouvé. Donc c'est ou sur la troisième, après il y en a peut-être d'autres qui sont un petit peu moins diffusées, etc. Mais en tout cas, en Alsace, c'est sûr que c'est la seule. Grand Est, sûrement même. Grand Est, non, parce qu'il me semble que le youtubeur, il semble qu'il est en Lorraine, je crois. Mais bref. Mais ouais, donc c'est quand même super rare. L'Alsace, c'est sûr que c'est la seule. Et ça a de la gueule, en fait. Franchement, c'est mignon. En fait, c'est mignon, mais racé. Un petit peu, c'est bizarre. En fait, c'est comme s'ils avaient tout développé en prenant de voitures taille normale. Donc on lui rajoute encore, je sais pas, 1 mètre et on y est. Mais ils ont tout mis à l'échelle à moins 30%. Mais tout. Tout est à l'échelle moins 30%. La poignée de porte, c'est 2 doigts. Les roues, c'est 13 pouces devant, 14 pouces derrière. Tout est à l'échelle. Donc quand on regarde la voiture comme ça toute seule, avec rien autour, on ne se rend pas compte vraiment de la taille. Par contre, c'est une fois qu'on l'a à côté d'autre chose. Le premier jour où je suis allé au travail avec, je l'ai garé à côté d'un Skoda Kodiaq. Ouais, donc le gros SUV, là, on se rend compte vraiment de la taille. Donc c'est. Tu m'enverras la photo, si tu avais une photo, il me semble. J'ai ça, ouais. Je mettrai ça sur la vidéo, comme ça on peut voir vraiment la différence. Mais même après, on peut poser la MX-5 à côté. Du coup, la MX-5 qui appartient à Hugo. Et comme ça, on peut voir déjà la différence. Parce que on s'en rend vraiment pas compte, mais c'est minuscule, quoi. Vraiment, c'est. Je suis pas encore monté dedans. C'est la bonne taille. C'est le critère, il faut pouvoir ouvrir la porte et toucher le sol. Si on peut pas toucher par terre, c'est qu'il y a un problème. Ok. Et petite chose aussi qui est assez intéressante quand même. C'est une voiture qui est asymétrique. Elle a juste été prévue pour être volant à droite. Tu as un côté conducteur qui est assez large. Donc ça, c'est pas mal quand tu es conducteur, ça va encore en fait. Par contre, côté passager, tu as beaucoup moins de place. Effectivement, maintenant que je suis devant, tu remarques que vraiment le siège, même la console centrale, elle est décalée, quoi. C'est très serré et tu le vois très vite. Tu as beaucoup moins de place en passager qu'en conducteur. Donc tu te retrouves très vite en diagonale sans t'en rendre compte et tu te casses le dos. Alors qu'il faut l'accepter. Tu ouvres la fenêtre, tu fais passer tout ton bras dehors, c'est bon. C'est le seul moyen d'être à l'aise. Je verrai ça tout à l'heure. Maintenant, je viens de voir, par contre, quand on regarde cette partie-là du phare, on dirait vraiment un feu de EG. Ouais, il y a des choses qui rappellent les Civic et autres de l'époque. Par contre, il y a très peu de pièces qui sont communes quand même. Tout à l'intérieur, il n'y a rien qui est récupéré d'autre chose. Enfin, à ma connaissance, je ne suis pas spécialiste Honda, mais je n'ai rien vu d'autre d'utilisé dans d'autres voitures. Boutons, même les boutons, c'est pas sûr. En fait, rien n'est standard. Au niveau taille, des commandes, etc., rien n'est standard. Vraiment, même les commodos, etc., quoi. Genre tout est c'est ça. Tout en rikiki. L'autoradio, c'est pas un autoradio format DIN, c'est un format plus petit. Là, il y en a un qui a été rajouté par le propriétaire qui l'avait au Japon, j'imagine, pour avoir un format DIN standard. Mais par contre, tout ce qui est dedans, il y a rien. Par défaut, il n'y a rien qui est taille normale. Ok, bon, on montrera ça tout à l'heure. Pourquoi une Beat, pourquoi pas une Cappuccino? Par rapport à la production et à la disponibilité? Par rapport à déjà un peu la rareté, parce que des cappuccinos, on en a eu quand même en Europe, c'est pas si... C'est moins rare. Voilà, c'est un petit peu moins rare en Europe en tout cas. L'architecture est proche de ce que j'ai déjà, donc l'architecture d'une cappuccino est proche de ce que j'ai déjà, donc il y a 1005, moteur avant, propulsion. Là, c'était l'occasion de tester un truc vraiment bizarre. Donc on a vraiment le moteur. Bizarre, c'est ce qui définit la voiture. Clairement. On a le moteur à 10 cm du dos. Il y a juste une tôle de 1 mm d'épais entre l'arrière du siège et le moteur.
Donc on entend absolument tout, c'est un truc de fou. Avec une cappuccino, on n'a pas vraiment ça. Ah ouais, enfin, on n'a pas autant. Là, il est un peu étouffé par le turbo. Là, c'est un moteur Atmo avec ITB, donc un papillon indépendant par cylindre. C'est d'origine, c'est un truc de fou. Donc là, celle-là, elle a eu un petit traitement de faveur par l'ancien propriétaire. Elle a eu des jantes un peu spéciales. Exactement. Elle a eu une ligne inox. J'ai découvert ça. C'est une inox plus titane fabriquée par Honda Twincam Fils au Japon. Okay. C'est des pièces que j'ai découvert aussi avec. Made in Japan. Voilà, c'est tout. Vraiment le tuning à l'ancienne. C'est du local. Donc là, exactement. pour moi, les modifications, elles sont locales et surtout, elles ont été faites un peu quand la voiture était encore récente. Donc là, elles ont... c'est dans son jus, quoi. C'est ça. Elle a des modifications de l'époque et ça, c'était vraiment le truc sympa. Bah, même le petit béquet, on va commencer par l'avant quand même. Je sais pas si tu as quelque chose toi à dire sur l'avant. Qu'est-ce que... Bah, pas plus que ça. En fait, là, on voit tout la petite plaque. dans les trucs drôles. Donc il y a la plaque, c'est des plaques format moto. Derrière aussi, c'est les seules qui passent. Donc ça, bon, c'est moyennement autorisé, mais on n'a pas le choix. Donc dans les trucs un petit peu étranges en proportion aussi, donc on a les phares qui viennent à chaque fois, qui viennent finir l'aile. Donc c'est vraiment le phare qui vient compléter l'aile. Le capot fait le dessus du passage de roue. Et en fait, finalement, l'aile arrière, elle est juste ici, elle est toute petite. Donc, pardon, l'aile avant, finalement, elle est juste ici, elle est toute petite. Donc, on va le voir après, le capot s'ouvre vers l'avant. Et en fait, le capot fait le passage de roue au complet. Du coup, donc, ça doit être totalement cru, quoi. Il y a un garde-boue en fait qui est sous le capot. Ok. Bah écoute, au pire, on l'ouvre, comme ça on peut voir directement. On va faire le tour. Et donc, il s'ouvre. Donc, il s'ouvre comme ça. Ah, c'est sympa. Voilà. On a juste une petite barre qui est de ton côté, Hugo. Ah oui, effectivement, c'est tout kiki, quoi. Et donc on a bien ici le passage de roue qui est juste là. Donc c'est très très pratique pour nettoyer, pour ne serait-ce qu'inspecter le pneu pour voir où il en est en usure. Mais tout est intégré de cette manière-là. Les pneus sont neufs du coup, quoi. C'est toi qui les as changés aussi? On les a fait changer, ouais, on est allé les faire changer quand on l'a récupéré au port pour passer le retour. En fait, on a ramené la voiture par la route. Mais on a récupéré la voiture avec des pneus qui étaient craquelés, qui étaient complètement morts, ils avaient 10 ans. Donc c'était pas du tout une bonne idée de rentrer comme ça. Donc on est parti avec une voiture et 4 pneus. On a fait monter ça dans un garage poids lourd. On s'est retrouvé au pire endroit possible. Vraiment sur le port du Havre Pas au Havre, on est allé chercher à Zeebrugge. Okay. Ouais. Donc, mais je pense qu'on fera une aparté là-dessus plus tard. Ouais, bah on va parler de l'importation aussi tout à l'heure. C'est vrai que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire aussi. Et, parce que ça reste un import Japon. Et c'est assez spécial. Donc on verra, il y a vraiment une petite roue de secours, les petits bacs, etc. Donc ouais, c'est vraiment rikiki. Hein. Et donc pas de coffre. C'est tout petit. Il y a un tout petit coffre qui est derrière, mais devant il n'y a rien. Okay. Donc la technique des Japonais, c'était à l'époque d'enlever la roue de secours et de mettre une petite valise. Et en fait, ils mettaient des bagages ou autres dedans quand ils partaient un peu loin. Ça permettait de dépanner pour ça, quoi. Ok. Donc devant, il n'y a pas grand-chose. Il y a il y a le mètre cylindre pour le frein, il y a l'émetteur d'embrayage. Il y a une zone de purge aussi pour le circuit de refroidissement. Vu que c'est une MR, il y a toute une procédure de purge qu'il faut bien respecter pour enlever les bulles, etc. Et puis sinon, on retrouve le classique, le cric, la roue de secours et puis le lave-glace, c'est tout, quoi. Là, il y a un accès très très facile pour changer les ampoules, ça c'est vraiment génial. La voiture a la clim. Donc là on peut voir devant, il y a toutes les conduites de clim plus le condenseur. Là on arrive sur le côté de la voiture. Donc comme je disais, 2 portes avec poignée toute petite. Donc la poignée c'est virtuellement 2 doigts pour ouvrir. Et après on a donc une porte qui est assez marrante, on n'a pas de contour de fenêtre, donc elle est complètement libre. Même la forme de la vitre est plutôt originale aussi. Aussi, ouais. Donc là c'est vitre électrique des 2 côtés. Toutes les commodités modernes de l'époque. Modernes de l'époque, exactement. Ça m'étonne, franchement, tu vois, les vitres électriques là-dessus. Mais, ah oui, le siège, il est vraiment, on le montrera après, mais le siège, il est vraiment au rebord de la voiture, effectivement. Vraiment très très proche, ouais. Donc il y a des rétros manuels de chaque côté, il y en a un pour chaque côté. Là, quand on arrive un peu sur l'arrière, on a une arrivée d'air fonctionnelle pour ramener de l'air au moteur derrière. Ouais, parce que je pense qu'il est quand même assez... Ouais, l'emplacement est un peu renfermé, mais ça va encore. Mais bon, c'est important pour ramener un peu d'air frais. Il y a aussi des écopes qui sont en dessous pour ramener de l'air. Okay. Donc c'est plutôt bien pensé.
Bon là, les petits autocollants pour rappeler le nom de la voiture ont un peu vieilli, donc ça on va se débrouiller pour en trouver des nouveaux. Ça se trouve les pièces? Ça se trouve. Ouais. Il y a des pièces qui sont compliquées à trouver, d'autres moins compliquées, d'autres qui sont faciles mais très chères. C'est en fonction de la pièce. Mais c'est que de l'import Japon du coup. C'est quasiment que ça. Il y a des pièces qui sont compatibles et qui vont sur d'autres modèles, des Civic et autres à l'époque, mais beaucoup de pièces sont quand même uniques à celle-là, donc c'est très souvent import du Japon. Bah là on va en profiter d'être près des roues pour en parler un petit peu. Donc la taille des roues c'est un peu ridicule, c'est pas non plus pareil entre l'avant et l'arrière, donc c'est du 13 pouces devant, 14 pouces derrière. Pour les tailles de pneus c'est du 155, 65, 13 devant. C'est super. Donc très étroit, plutôt haut et vraiment petit. Par contre, ça rend très très confortable. Ouais. À l'arrière, c'est du 165, 60, 14. Donc voilà, on a des tailles différentes devant, derrière, comme sur une Lotus Elise. Ouais, exactement. Exactement. Mais ouais, non, mais du coup, à conduire, on verra ça après, mais je pense que. C'est amplement suffisant pour le poids et la qualité du châssis en lui-même, de comment sont foutues les suspensions. Okay. On a largement de quoi faire avec ça. Ok. Parce que, du coup, le poids 740 kg, c'est rien du tout. La norme, ça change au niveau du poids, hein, je crois. Non, il n'y a pas de restriction spécialement de poids pour les K-Car. Celle-là en plus n'était pas trop mal équilibrée, donc elle est en 57 arrière et 43 avant. Donc même pour une moteur centrale, elle est plutôt bien foutue. Ouais. On peut le voir aussi dans les trucs marrons là sur le côté. On a une magnifique antenne qui fait la taille d'un humain normal. Donc on peut la télécommander à distance si on a les bons équipements. C'est vrai que c'est fun. Déjà sur la MX5 ça fait super grand, mais alors là-dessus, sur un véhicule encore plus petit, ça fait vraiment... Non franchement c'est délire. Et du coup un cabriolet? C'est ça, cabriolet, capote souple, en vinyle de l'époque. Là celle-là est d'origine, donc pour le moment on essaye de pas trop la toucher pour être sûr qu'elle commence pas à casser un pli ou autre. Mais on l'a manipulé déjà pour pouvoir accéder au moteur. Donc là pour accéder au moteur c'est via une trappe qui est derrière les sièges, via l'intérieur. Ok, donc c'est pas via le coffre quoi. C'est pas via le coffre. En fait via le coffre on a accès à tout ce qui est truc de base, donc niveau d'huile, remplissage d'huile, liquide de refroidissement, etc. Ouais. Par contre quand il faut aller toucher aux bougies ou autre, c'est par ici. Okay. Donc c'est assez accessible, ouais. C'est un peu étriqué. Heureusement le moteur est assez petit et Honda a fait un bon boulot pour tout intégrer proprement. Il n'y a pas de faisceau qui traîne partout, on a quand même un peu de place pour travailler. Okay. Donc pour ce qui est accès, tout ce qui va être contrôle de base, c'est par l'arrière via le coffre. Ouais. Donc on a un petit accès, on va voir tout à l'heure. Par contre, changement de bougie, vérification du jeu de soupape ou autre, ça va être systématiquement via la trappe qui est derrière les sièges. Okay. Donc là en fait il faut démonter le toit. Il y a quelques vis à enlever là sur les côtés qui permet de complètement décrocher toute cette partie là de la capote et en fait ça permet de la replier et d'avoir un vrai accès derrière. Et ça du coup quand on a des capotes, ça reste fixe? Ça reste fixe, exactement. Ok. Je pensais qu'il fallait justement, que c'était des clips ou quoi, qu'il fallait du coup... Non. La procédure pour décapoter c'est le bouton pression qui est juste là, donc il faut le décrocher. Voilà. Okay. Donc ça permet de relâcher la tension sur la capote et après en fait on la rabat juste comme une MX5 et c'est ok. À l'arrière l'ancien propriétaire il se fait un petit peu plaisir avec cet aileron. Oui, on est encore en train de chercher ce que c'est. Donc c'est un aileron de Toyota. Okay. C'est ce qui est marqué sur le 3e feu. Par contre on n'a toujours pas trouvé de quelle voiture il vient. Donc on a vu pas mal d'adaptations qui ont été faites. Il y a les supports sur les côtés et on pense aussi que la cale au milieu. Ça a été fait spécialement pour adapter cet aileron sur cette voiture. Bien, ouais. Il y avait un aileron d'origine qui existait, qui est beaucoup plus bas et qui couvre vraiment tout l'arrière. Un petit ducktail quoi, quelque chose dans le genre. Ouais. Et celui-là en fait on l'a vu sur aucune autre. C'est un des petits arguments qui a fait qu'on y allait pour celle-là. Vu que ça la démarque un peu de toutes les autres. Ça finit bien l'arrière, parce que l'arrière a tendance à être un petit peu court sans aileron. Ouais, c'est ça. Et là, ça complète bien. Franchement, franchement ça donne, avec les jantes, etc., ça rend super bien. Donc ouais, cet arrière, on l'a tous vu sur Gran Turismo, hein, avec la caméra extérieure, mais franchement, je trouve qu'elle a vraiment une bonne gueule. Ça fait même sportif, quoi. Surtout avec le petit béquet, franchement, l'ancien propriétaire, il a fait un bon choix. C'était l'objectif de cette voiture, c'était d'apporter une solution marrante à conduire, un peu atypique, à une classe de K-Car qui est surtout orientée pratique pour les... Voilà, c'est une classe qui a été créée pour les gens
pour que les gens puissent acheter des voitures pratiques Exactement. pour eux et commencer à motoriser le Japon en fait. Ouais. Et donc ça c'est un petit peu le dérivé de la classe, hein, une fois que les Japonais se sont motorisés correctement et qu'ils ont eu surtout leur période économique très très prospère qui a fait qu'ils ont pu faire n'importe quoi. Et là on le voit exactement, quoi. Exactement. Après, il me semble qu'il y a encore eu quelques versions de ce type-là, veut dire quelques petits cabriolets plus tard, dans les années 2000 avec la Copen. Il y a eu la Copen effectivement. Et encore actuellement la Honda S800. S660, 600, hein, c'est la S660, ouais. Donc Ok. c'est la succession de cette voiture qui a été commencée en 2015, mais qui est malheureusement finie là cette année. Ok, ça je savais pas. Ils arrêtent de la produire là cette année, mais c'est exactement la descendante de celle-là. Elle est passée à un moteur turbo, mais elle a gardé moteur central, propulsion, cabrio, 2 places. Elle est restée dans le même esprit. Bah, écoute, je te laisse ouvrir le capot, Là, on va voir un petit peu. on peut ouvrir le coffre slash capot. Le coffre, capot, ouais, exactement. Donc là, on a de quoi faire les courses pour Ah oui. la soirée. Ah ouais. Ah, ils ont vraiment, ils se sont quand même dit on va mettre un petit coffre, question 2, mais là c'est vraiment question 2 quoi. Un pack de bière et Je m'attendais, et encore. et encore. Oh merde. C'est à peu près ça. Donc il y a une petite batterie de ce que j'ai pu comprendre, taille tondeuse autoportée. Donc on a tout ce qu'il faut pour faire les niveaux. Donc ici le liquide de refroidissement. On a une petite tirette pour l'huile en bas. Ici c'est un bouchon de remplissage pour l'huile qui est déporté. Donc en fait on remplit le châssis par ici. En fait après il y a un petit tuyau qui ramène l'huile dans le moteur. Mais c'est déporté parce que le vrai bouchon de remplissage est en dessous de la trappe en fait devant. Sinon après on retrouve les classiques, les relais, les fusibles. Et puis voilà. C'est vraiment ridicule. Hein. Ça me fait délirer parce que vraiment un coffre comme ça, C'est dur à faire accepter à une copine, c'est très dur. je pense. En daily, je pense. Même tout court. On l'oublie vite en conduisant, tant pis, hein, on met les courses à côté et on se marre du début à la fin en rentrant des courses. C'est ça l'idée quoi. Exactement. Mais voilà, après, comme dit, c'est une voiture du week-end. Je veux dire, c'est pas ton daily, tu vas pas sortir avec tout le temps. Ouais, c'est ça l'idée quoi. Après, j'essaye de l'utiliser le plus possible quand même pour pousser le vis et voir, La réaction des gens. et voir jusqu'où ça peut passer. Et puis la réaction des gens est hilarante, quoi. C'est une voiture qui fait tomber la garde, elle est assez inoffensive et donc les gens sur la route ont pour le moment tendance à être plutôt cléments avec parfois le fait que je roule un peu moins vite pour la laisser chauffer tranquillement ou autre. Pour le moment les gens acceptent et ouais c'est ça, elle fait tomber la garde. Ouais, bien sûr. Ouais, il y a vraiment le côté un petit peu comme avec les MX5. Le côté un peu amusant, un peu fun, un peu. Et c'est même encore plus prononcé avec celle-là. Finalement, j'ai aucun problème. Les personnes ne connaissent pas, donc ils sont intrigués aussi. Donc, Ouais, c'est ça. Donc faut aimer répondre aux questions parce qu'on en a toujours. Mais sinon, c'est très très drôle. On va passer à l'intérieur. On va passer à l'intérieur, ouais. Donc là, voilà, on retrouve l'intérieur et effectivement, on remarque que la console centrale est totalement déportée vers la gauche, que c'est totalement asymétrique, quoi. C'est ça. Donc là, de ton côté, tu peux voir la magnifique modification de l'ancien propriétaire pour ajouter un autoradio DIN standard. Ça, c'est l'autoradio d'origine qui n'est pas du tout une taille classique. Je ne sais pas si on s'en rend vraiment compte, mais on voit vraiment que même la console centrale, elle est vraiment rikiki. Elle est toute petite, ouais. Il y a tout qui est minuscule. Donc on retrouve en fait tout ce qui est commande ici, donc le frein à main manuel, la boîte 5 qui est juste là. Très très agréable vu que c'est une Honda, elles sont toujours excellentes. Celle-ci a vraiment pas de jeu, elle a rien du tout. Tous les caoutchoucs de la commande sont encore en état, donc elle est très très précise. Les commandes de vitres électriques, là on a un petit cendrier pratique qui s'enlève, bon je fume pas mais c'est pas grave. On a un magnifique accoudoir zèbre, donc ça c'est le vrai, ça c'est le tissu d'origine des sièges. Donc là en fait aujourd'hui les sièges ils ont des housses en cuir qui sont un accessoire d'origine qu'on pouvait acheter chez Honda, mais en dessous c'est du tissu zèbre comme ça. Donc la sellerie ne venait pas en option en cuir, quoi. C'était vraiment juste une housse par-dessus. C'était un accessoire, ouais. C'était un accessoire chez Honda. Et en parlant des sièges, je vous disais ça tout à l'heure, effectivement il est vraiment à ras du seuil de porte, quoi. Tu verras après dans l'essai, tu as l'épaule contre la vitre et le panneau de porte. Ok. Il est un petit peu bombé là, mais je pense pas que ce soit suffisant. Non, c'est ça. Après, on n'a pas d'accoudoir, c'est pas le plus confort possible, mais on l'oublie vite. Donc voilà. Juste derrière, on a un petit rangement aussi pour les cassettes.
Ok. Très, Ah ouais, très excellent. période. Effectivement. Et donc derrière la trappe encore avec l'accès au moteur, quoi. C'est ça, donc sous la moquette qui est juste derrière, on enlève ça et on a une trappe 4 vis qui permet d'accéder derrière. Okay. Donc toutes les commandes de ventilation, c'est mixage automatique. C'est-à-dire Donc on n'a pas de potentiomètre où on tourne tout à la main. Ah oui, ok, ouais. En gros, c'est tout électrique. Donc on choisit la position. Et en fait tous les volets se règlent tout seuls. Il y a une commande électronique. Okay. La seule commande manuelle, c'est celle de la température. Pour la petite histoire, quand on a récupéré la voiture, la première nuit qu'on a passée, on a passé la nuit à Zeebrugge, et pour partir le matin, j'arrivais pas à conduire. J'ai dû sortir la tête pour aller jusqu'à la pompe à essence parce que j'arrivais pas à enlever la buée du pare-brise. En fait, on s'est rendu compte plus tard, en arrivant juste après pour faire changer les pneus, que le câble qui bouge le volet de mixage chaud-froid, il était en fait complètement enlevé, quoi. Ah. Donc on a forcé le chauffage pour avoir du chauffage pour rentrer. Et après finalement en creusant un petit peu après être arrivé, c'était juste le câble qui était coincé et enlevé de soulagement. Donc c'est réparé, ouais, c'était fait en 5 minutes. Donc après, ouais, tout est minuscule, hein. Toutes les ventilations sont petites, toutes les commandes sont toutes petites. Ici on a la commande de la clim, on a un petit allume-cigare qui peut être pratique pour charger un téléphone ou autre. Ça a été rajouté, c'est juste le petit schéma de la boîte, mais bon, c'est mignon, c'est drôle. Ça a plutôt bien vieilli. Parce que la caisse, elle a quoi, 30 ans du coup? Elle a 30 ans, ouais. Et franchement, les plastiques sont plutôt propres, et même c'est moussé, etc. encore déjà pour l'époque. Après, c'est quand même du plastique plutôt dur, ouais. Donc c'est ça qui fait qu'ils tiennent bien. Le tableau de bord, par exemple, c'est miraculeux qu'après 30 ans, ils sont encore aussi clean. Pour le volant, je suis plus sûr. Est-ce qu'il est d'origine, est-ce qu'il n'est pas d'origine? En fait, il y a un volant Momo qui était disponible en option chez Honda. Ouais. Il y a beaucoup d'autres Honda Beat qui ont ce même volant. Okay. Et donc je suis pas sûr que c'était l'origine ou si c'était un autre. J'arrive pas à trouver de brochure qui me garantisse que c'est le cas. En tout cas, moi je trouve qu'il colle parfaitement à la voiture. Exactement. Il fait à peu près la taille d'un volant de Lotus Elise S1, S2. C'est dans la norme, quoi. Et puis il y a ce petit côté vintage aussi qui rend super bien. Non, et puis en plus il est en super état, donc il va rester celui-là. Et on a donc le compteur. Donc je vais rentrer, ça sera le compteur, ouais, vas-y rentre. Hop là. Donc pour le compteur, on retrouve tout le classique jauge d'essence, jauge de température d'eau. On a aussi contour, vitesse. Le seul truc qui ne fonctionne pas, c'est le compteur journalier. Lui, il claque en permanence parce qu'il n'arrive pas à tourner. Donc il faudrait que je le démonte pour voir. Et puis après, on a les classiques commandes clignotants à droite, évidemment, les phares et les essuie-glaces. Alors, juste pour dire, moi je fais 1m84 et je suis totalement plié, quoi. Et je touche le... Ouais, bon, ça m'étonne. Ça m'étonne pas tant que ça. Ça me choque pas. Mais c'est vrai que c'est vraiment tout petit et je me sens même serré là, alors que la porte est ouverte, quoi. Je vais juste fermer la porte pour voir un petit peu. On va éviter de coincer la veste. Ah ouais, il y a quelque chose. Il y a vraiment une ambiance. Je vais vous montrer ça, si j'arrive à... Voilà. Effectivement, c'est minuscule. Là, il y a la tête qui touche. Mais c'est vraiment... C'est spécial. Hein. C'est vraiment drôle comme sensation parce qu'on est vraiment l'impression d'être dans une bulle. Et d'avoir une... J'ai l'impression que vraiment la voiture, elle s'arrête au bout du pare-brise. Ouais, c'est ça. Donc on est très très proche de ce qu'il y a dehors. C'est ça l'idée. Ouais. C'est pas une voiture qui invite à s'intéresser à elle, c'est plus à s'intéresser à ce qu'il y a autour. C'est ça. Donc c'est un petit peu comme une MX-5, quand on est dedans, on profite de l'extérieur, quoi. Exactement. C'est l'idée. En plus en cab, ça doit être super sympa parce que du coup on a vraiment la visibilité sur tout. Les montants sont super fins. Du coup on a un super rendu et on a limite un panorama devant nous. C'est ça. C'est vraiment super cool. Et toujours avec... Elles sont même quasi plus grands que ceux de la MX-5, les pare-soleil. Quasiment, ouais. Donc là, on a les commandes pour le toit. Juste ici, les petites boucles. Attends. Hop. Donc là, on va regarder, voir comment ça s'ouvre. Donc en fait, il y a un petit bouton sur lequel il faut appuyer derrière. Et après, on écarte juste et ça libère la gâche. Ok. Ouais, c'est assez... c'est classique, quoi. Tout simple.
Là, l'ancien propriétaire avait rajouté un petit rangement. Bon, ça sert à ça, voilà. Ici, là, on a le magnifique lecteur ETC dont je t'ai parlé avant. Donc ça, c'est le lecteur de carte pour le paiement des péages au Japon. Ouais. C'est pas obligatoire, mais ça permet d'avoir des avantages sur l'autoroute, un petit peu comme on a en France avec le télépéage. Donc il y a des tarifs préférentiels en fonction de si c'est des trajets travail ou pas, en fonction des horaires aussi. Donc il y a pas mal de monde qui les installe et c'est pour ça qu'elles se retrouvent sur beaucoup de voitures importées. C'est un petit peu la signature que beaucoup de voitures importées du Japon ont, c'est qu'elles conservent ce boîtier qui n'est pas enlevé parce que pour eux ça n'a pas spécialement de valeur s'il est un peu ancien. Et puis juste ici, en fait on a l'antenne de réception pour la borne quand on arrive au péage. Ok. Bah écoute, je te laisse mettre le contact pour qu'on entende justement le signe distinctif de ce boîtier. Si tu trouves les clés. Donc là j'ai une magnifique clé. Ah oui, c'est vraiment. C'est pas une Honda, mais ça a été fait par l'ancien propriétaire. Ah ok. Donc c'est pas la clé d'origine alors. Non, celle-là non. Ok. C'est stylé franchement. On dirait un petit peu les clés exclusives qu'il y avait dans les années 80-90. Donc on aura. Voilà. Franchement c'est vraiment la touche japonaise. Donc tous les jours c'est ça. Ouais, franchement c'est super sympa. Bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on aille faire un petit tour sur la route. Ouais. Là, on est dans des petits cols alsaciens, donc je te laisse la démarrer, on va déjà entendre. Ah ouais, on entend vraiment le moteur directement derrière. Alors, je vous avoue, je suis pas sûr qu'on va beaucoup nous entendre quand on fera le tour. Mais écoute, on va mettre les GoPro et on va faire un petit tour. Allez, c'est parti. On se retrouve donc à bord de la Honda. Et là on est dans un petit col et franchement, les premières impressions c'est que c'est fort sympathique. Et le son, il est là, il est au rendez-vous le son. Il a bien choisi la ligne l'ancien propriétaire. Très bien. Non. La zone rouge au-dessus des 8000 tours minute. Ah c'est franchement... Je souris bêtement. Je souris bêtement parce que franchement... Ah, les petits retours et tout là. Ah, c'est trop stylé. Franchement, c'est super fun. Hein. C'est débile. En vrai, une fois en route, on se rend même pas compte que c'est une petite voiture au final. On est dedans et... Ah, c'est trop stylé. Hein. Je vois, on a déjà fait la descente avant pour faire chauffer la voiture. Là, on remonte, mais... Le moteur, je pense qu'on l'entend. Ça, c'est sûr. Ouais, je pensais que ça gigoterait un petit peu plus, tu vois, que ce serait un petit peu plus glissant. Non, avec les pneus qu'il y a, et au final, ça tient plutôt bien. Hein. Après, il n'y a pas une grosse masse non plus. Mais franchement, ça a l'air plutôt fun, ouais. On s'entend pas, c'est pas la peine. Je crois qu'on s'entend vraiment pas, mais attends, je vais prendre le micro. Je vais le faire glisser vers là-bas. Voilà. Donc, par rapport à la MX5. Ouais, par rapport à la MX5, ça donne envie de regarder aussi du côté des MR2, etc. Ouais. En fait, c'est pas du tout les mêmes sensations qu'une voiture moteur avant propulsion. Et bon, ça change complètement. La MX5 est civile à côté de cette voiture. Hein. C'est ça. Donc, on sent qu'il y a un petit côté un peu plus brutal, tu vois. Rien que d'entendre le moteur derrière, d'avoir les vibrations, etc. C'est vraiment beaucoup plus... Ouais, comme dit, plus brutal, quoi. C'est la réponse pour transformer le trajet travail chiant en truc drôle. Hein. Exactement. Moi, je m'amuse tous les jours, tous les matins, tous les soirs, en partant et en rentrant du boulot, c'est un régal. C'est pas une corvée du coup, quoi. Non, absolument pas, non. Non, mais en tout cas, ouais, ça a l'air super fun. Et je pensais pas retrouver des sensations, même en passager, je veux dire, de ce type-là, tu vois. Je pensais que ça allait être, ouais, comme dit, un peu plus glissouille, un petit peu moins... Ah, la MX5 devant. Un peu plus civilisé, justement, tu vois.
un peu plus soft. Et au final, ben, je dis pas qu'on est dans une sportive non plus, tu vois, mais... non, mais t'as l'impression d'y être. Ouais, c'est ça. Il y a le feeling, il y a le bruit, il y a les... On sent que c'est... Au final, c'est confortable, mais ça prend pas de roulis. Non, c'est sûr. Et le châssis a l'air quand même plutôt bon et plutôt sain en termes de conduite sportive, quoi. Ils ont bien fait leur boulot, Ils ont bien fait leur boulot. Ouais. C'est un truc de fou. Bon, allez, on va faire un petit tour du coup avec... Je trouve le point de patinage déjà. Hop là. Demi-tour du coup. Ouais, vas-y. On a une super bonne visibilité par contre. Hein. Elle se prend assez vite en main, ouais. Hop. La commande de boîte, elle a l'air cool en vrai. Elle est excellente. Ça me rappelle vraiment un peu la MX5. Ouais, elle est excellente. Elle est super précise. On sent pas que la boîte est pas en dessous, quoi. Ouais. Mais en vrai, j'ai un feeling... Oh putain, par contre, l'espace qui entre les pédales. Ah ouais, non. Ah ouais, c'est short, hein. T'as rien. Avec mon pied gigantesque là. Faut faire attention, ouais. Mais il faut vraiment pas la conduire comme un truc spécial. Conduis-la comme si c'était une Civic et tu vas voir, ça passe 10 fois mieux. Ouais, mais après voilà, c'est mes premiers tours de roue, je vais pas non plus. C'est super linéaire. J'ai l'impression de conduire au volant Logitech. Genre littéralement la pédale, c'est tout souple, tout. Peut-être la troisième. Non, je reste comme ça. Ouais. Tranquille, tu vois. En tout cas, ouais, le volant, il est assez léger. Mais par contre, c'est super direct. Hein. Ouais, t'as pas besoin de direction assistée, hein, c'est un truc de fou. Abusé parce qu'il est vraiment léger, quoi. Ouais. Mais ouais. Il est très léger. Il n'y a même pas besoin d'un volant plus grand pour démultiplier l'effort. Hein. Ouais. Celui-là suffit largement et vu qu'il n'y a pas de poids devant et que les pneus sont très fins, Ouais. t'as pas besoin de direction assistée. Ils ont mis la clim, ils n'ont pas mis de direction assistée sur le terrain. Ouais, après, il n'y en a pas vraiment besoin. Hein. Non. Je veux dire, autant avoir un meilleur feeling. Après, c'est vrai qu'il faut penser que de base, elle est prévue pour la ville. Ouais, c'est ça aussi. Là, c'est une toute autre utilisation, mais est-ce que ce serait pas plutôt, du coup, la meilleure utilisation? Ah oui, effectivement. Bah non, elle fait tout bien, en fait. Hein. Elle fait tout plutôt bien. Donc là, t'as l'impression d'aller méga vite et que tu vas t'envoler. En fait, t'es à 90 km/h. C'est ça, c'est ouf. C'est excellent. Là, tu regardes dans le rétro derrière, tu vois l'aileron aussi, t'as l'impression d'être dans un truc de fou, quoi. C'est trop drôle. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'une fois dedans, une fois au volant, etc., on n'a plus l'impression d'être dans une toute petite voiture. Non. On a l'impression d'être dans un gabarit normal. Surtout, t'as vu, côté conducteur, t'as vraiment plus de place. Ça se sent vraiment. Là, t'as la place pour poser les jambes et tout, c'est très bien. Presque l'impression d'être dans la MX5. Ouais, bah oui, mais c'est pas très différent. Et vu que c'est un moteur central, devant, t'as rien. Donc, il y a de la place pour tes pieds. Ouais. Non, franchement, c'est plutôt sympa. Hein. Non, c'est excellent. Même la commande de boîte, elle est super courte, comme sur la MX5. Ouais, Du coup, on retrouve vraiment quelque chose d'agréable et ça rajoute un petit côté sportif encore. Quoi. Bon, effectivement, là, on est en 5ème à 5000 tours minute à 90. Je compatis du coup pour la Belgique dont tu parlais avant. Ça devait vraiment être bruyant. Ouais, ça se fait. C'est vrai qu'on a vraiment... Alors je sais pas, parce que là c'est pas mal de lignes droites, etc. Mais au niveau du retour d'information, je trouve qu'il y a quand même un petit peu moins que sur la MX5. Ok, ouais. Mais par contre, la direction est super précise comme sur la MX5. Mais je trouve qu'il y a moins d'informations au niveau des pneus, vraiment au niveau du train avant, tu vois. Je sais pas ce que toi t'en penses. C'est le feeling que j'ai. D'accord. Ah ouais? Ouais. Elle me rappelle la hélice. C'est comme une direction d'hélice. Vu qu'il n'y a pas de poids devant et qu'il n'y a pas de direction assistée, c'est les pneus qui emmènent ton volant en fait. Donc, ouais. La route te prend le volant des mains. Moi ça m'arrive régulièrement. Ou quand il y a un creux ou une bosse ou un truc, le volant me part des mains. Ouais, ça, ouais, mais ok, ouais. Après voilà, je pense que tu roules déjà à un rythme un peu plus soutenu que le mien. Là, je suis un peu tranquille et quasi sur la ligne droite. Ah, ouais. On va faire demi-tour là-bas. Mais c'est perceptible même en utilisation normale. Ouais. À côté, je trouve la MX5 justement, vu qu'elle est beaucoup assistée,
c'est inversé du coup les... Côté, ouais. Hop là. Ah bah tiens. Ouais, une Méhari. Par contre, le frein, faut s'habituer aussi. Hein. Il faut surtout faire gaffe. Les freins sont très très peu assistés. Ouais, il faut vraiment appuyer quoi. Et surtout, faut surtout faire gaffe parce que il est vachement proche de l'accélérateur et t'as vite tendance à appuyer sur les deux. Ouais. Ah, le son est super. Hein. Tu vois la petite quand on relâche l'accélérateur pour débrayer. Il y a quelques petits retours là, franchement c'est... Ah, c'est très très marrant. Ouais. Mais c'est marrant que tu me parles de ça parce qu'après moi j'ai essayé la Lotus, enfin la Elise S3. Toi je sais que c'était la S2. Ouais, la S2 Rover, ouais. Alors je sais pas, c'est vraiment une grosse différence parce que je retrouve pas du tout le comportement de la S3 moi personnellement. Je sais pas, elle est assistée, la direction assistée? La non, direction de la non S3? plus. Non, non plus. Mais je la trouve... C'est peut-être une question de poids. Elle est peut-être un peu plus lourde, ouais. la direction. La petite Méhari devant là. Je sais pas si c'est le poids, l'équilibrage ou mécaniquement quelque chose dans le rack de direction qui fait que ton volant te part moins des moins. Après voilà, c'est plus moderne aussi. Ouais, je sais que c'est pas forcément une sensation que tout le monde adore. Moi j'aime beaucoup parce que c'est... Voilà, tu travailles. On va attendre la bosse. Ouais, bah ouais, non mais... Faut travailler un peu, mais c'est... Je veux dire, en fait, je crois que la S3, en tout cas, elle a une direction plus lourde. Et je pense que c'est ça qui me joue un peu des tours. C'est que là, le volant, il est quand même assez léger. Alors par contre, on sent vraiment que ça tourne directement. Hein. On sent le droite-gauche. Il y a du jeu nulle part et c'est assez incroyable. Ouais. Ah. Il y en a d'autres qui se font plaisir. Ouais. Bon, pas trop téméraire, il n'y a pas de chevaux, il y a de la montée. Hein. Ouais, justement, ouais. C'est pour ça, on va rester trop... Ouais. Ah, c'est... Parce que moi, du coup, ma MX-5 est aussi volant à droite, mais par contre, vu que c'est une anglaise, il y a les commodos à l'endroit, quoi, comme en Europe, comme en France. Oui, c'est ça. Alors qu'au Japon, du coup, c'est inversé. Ouais. Bon, ça c'est le classique, hein. Maintenant je me fais plus avoir. Ouais. Effectivement. Du coup, le bas, c'est la droite, ouais. Avec, là, c'est vraiment inversé de partout, quoi. Ah, le son, franchement. La commande vraiment de l'embrayage, elle est super. Hein. C'est clair. Les freins sont très très peu assistés. Ouais. C'est pareil, c'est très comparable à une Elise. Très très comparable. La pédale est lourde. Ça, ouais. La pédale est lourde et quand on appuie, il faut appuyer très fort pour que ça freine. Par contre, quand on appuie fort, ça freine très 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 bien. Mais l'assistance au freinage est vraiment très légère. Effectivement, ouais, faut y aller quoi. Tu vois, il faut y aller, il faut appuyer. Par contre, quand tu appuies, ça freine quoi. De toute façon, il n'y a pas besoin vraiment plus que ça. Franchement. Voilà, puis maintenant on va mettre de l'essence parce que c'est la grève de la CGT. Bah écoute, merci pour cette opportunité parce que bon, conduire une Honda Beat en France déjà, Ah ouais. et tout court en fait, tout simplement. Bah écoute, franchement, merci. Il y a quelques petites questions encore en termes d'importation. Je pense que ça peut intéresser les autres, ouais. Et puis on va finir là-dessus. Du coup, au niveau de l'importation, comment ça s'est passé? Parce que je sais que toi, tu as l'habitude d'importer d'Angleterre, notamment toutes tes MX5. D'ailleurs, pour la petite anecdote, mon MX5, je l'ai racheté à Arthur. Donc voilà. C'était la mienne, effectivement. Exactement. Et donc ouais, je pense qu'au Japon, c'est un petit peu différent, c'est un peu plus compliqué. Comment que ça se passe? Alors, il faut savoir qu'une grosse partie des voitures d'occasion au Japon passent par des salles d'enchères. Okay. Donc il y a énormément de voitures qui se retrouvent par ce moyen-là pour la revente. Celle-ci, c'est une voiture d'enchère, elle est passée aux enchères. On l'a eu de cette manière-là. Donc en fait, nous, on s'est appuyé sur un prestataire que Hugo a trouvé, qui s'appelle Club Import, qui nous a permis en fait de, par leur biais, pouvoir enchérir dans une salle d'enchères. Et ensuite, c'est eux qui se sont occupés de rapatrier la voiture à un port et ensuite la mettre dans un bateau. Okay. Donc l'idée en fait, c'était pas de faire un import en disant voilà, je veux tel modèle, j'ai tel budget, débrouillez-vous. L'idée, c'était
la trouver, nous-mêmes et de la choisir et puis de dire à un moment bon bah go on y va. En fait on retrouve un petit peu quand même tout le petit trip sympa qui est de dire allez on y va, maintenant on prend le pari, on le fait. Même simplement la recherche aussi, regarder tout ce qui se fait au niveau du stock, etc. C'est ça, donc on n'est pas limité spécialement à ce que va choisir un importateur ou autre. Bon après on prend le risque de notre côté, mais ça permet d'avoir le petit truc sympa quoi. Donc là en fait eux se sont occupés de cette partie là, donc la mettre dans le bateau. Ensuite une fois qu'elle arrive là où on l'a fait arriver, c'est pour nous quoi. Donc il faut la récupérer au port. Etc. C'est vous. C'est ça, donc tout ce qui est immatriculation, rapatriement, dédouanement, etc. Tout ça c'est pour nous. Donc en fait le prestataire Club Import sur qui on s'est appuyé a fait toute la partie au Japon, et en fait une fois qu'elle a quitté le Japon et qu'elle arrive dans le pays de destination, après c'est pour nous quoi. Donc il y a plus de boulot que via un importateur classique. Par contre bon, il y a un petit peu moins de frais qui sont liés aussi, et c'est surtout que le risque il est pour nous totalement. Ok. Après vu qu'elle a plus de 30 ans, il n'y a pas d'homologation, il n'y a pas de drill, etc. C'est ça? Là, pour celle-là, on devrait s'en sortir avec juste une carte grise collection et un certificat FFVE qu'on demande là tout de suite en fait. D'accord. Donc ça devrait aller pour la partie papier, homologation, etc. Ça devrait être moins contraignant que pour une voiture qui serait plus récente. Je reprends l'exemple de la S660, c'est une voiture qui me fait rêver et que j'adorerais avoir, mais je ne le fais pas parce que l'homologation c'est quasiment impossible. Il faut avoir des connaissances, il faut avoir des contacts et autres pour le passer, plus beaucoup de temps pour faire toutes les homologations, enfin tout ce qui manque quoi. Donc là c'est le moyen un peu plus facile de s'en sortir et d'avoir accès à des choses un peu différentes. Là nous on arrive sur le marché, on a la règle des 30 ans, on arrive sur le marché des voitures d'enchères au Japon. Maintenant qu'elle commence à avoir 30 ans, c'est pour ça que parfois on est un petit peu en bataille avec les Américains qui ont eux la loi de 25 ans, qui fait qu'ils ont 5 ans d'avance sur nous pour les imports. Donc il faut être un peu rusé, il faut trouver les bons modèles, les bonnes choses, et on s'en sort, on arrive à trouver quoi. C'est très dépendant du modèle. Après je pense que si tout ce qui est Honda Beat, etc., je pense que c'est aussi moins recherché. Enfin, je veux dire, les Américains, c'est beaucoup de Skyline, tout ce qui est Supra, etc. Ça, ils commencent à prendre tout le marché, le marché s'envole. Je pense que ça, au niveau de la côte, ça stagne un petit peu, ça prend pas non plus des masses comme on peut retrouver des Skyline R34 à 200 000. Ouais, ça va. En fait, là, je reprends les 3 modèles qui étaient concurrents. Donc celle-là, la Cappuccino et la AZ1. La AZ1 et la Cappuccino, elles se font complètement toutes prendre par les Américains quoi. Donc ils ont un pouvoir d'achat qui est plus fort que chez nous, et donc ils s'en sortent, ils arrivent plus facilement à les avoir. Là pour celle-là c'était plus facile parce que les Américains en importent moins, donc ça se fait plus facilement quand même. Après au niveau cote et autres ça va, ça bouge pas spécialement, c'est surtout une question de rareté. En fait il n'y en a pas du tout en Europe, donc il y en a très peu. La majorité que j'ai pu voir, elles sont en Angleterre. Mais sinon... Il me semble qu'il y en a certaines qui ont été importées directement là-bas aussi. Ouais, c'est ce que j'ai lu. Après, au niveau des K-Car, il y a eu la Cappuccino qui a été vendue en Angleterre. Donc celle-là, elle a un type européen qui est connu. C'est ça qui fait qu'on les retrouve dans les bases de données d'assurance. Celle-là, pour l'assurer, je me suis pris le temps avec la personne de l'assurance pour qu'on trouve en fait quelque chose de similaire. Donc on s'est basé sur une Cappuccino et on est parti de là. Donc faut y aller, faut faire. Ça intrigue un petit peu les gens à chaque fois quand on en parle. Donc c'est assez marrant et tout le monde trouve les solutions, on arrive à faire. Donc on peut y aller pour ça, il n'y a pas de souci. Avant tu parlais des enchères, je pense que du coup il y a tout un dossier photo aussi que tu peux... Pas vraiment. Pas vraiment. Il y a quelques photos qui sont prises à la salle d'enchères. Ils ont un petit tunnel où les voitures passent pour les prendre en photo, on voit toutes les photos sur internet. Et on a un rapport d'expertise. C'est un rapport d'expertise rapide où avec on va le grade, avoir etc. C'est ça? Pardon? Avec le grade? Ouais, c'est ça. Donc on a un grade, on a est-ce que la voiture elle est modifiée, est-ce qu'il y a des points importants. Donc une petite liste de... là par exemple celle-là ils ont pu voir sur une étiquette que la courroie de distri avait été faite, donc ils l'ont mis sur le rapport que ça avait été fait. Donc c'est assez réglo quand même, c'est assez détaillé. Ouais, et les Japonais sont assez durs avec les voitures. Celle-là je crois que c'était un grade, c'était quoi Hugo, 3.5, grade 3.5, et elle est très propre quoi. Donc elle aurait pu mériter un peu mieux, mais les Japonais sont assez durs avec les grades. Donc voilà, donc en fait il y a un Sakamoto là-bas qui fait le tour et qui dit il y a tel défaut ici,
Là, il y a une petite marque parce que la peinture elle est frottée. Sur le pare-brise, il y a une croix parce qu'il y a un impact, ou un truc. Et voilà. Donc ouais, ça reste assez détaillé. Après en photo, c'est un peu au petit bonheur la chance, quoi. Les photos. Si c'est pour ça que je dis c'est le pari, quoi. Hein. On n'a pas quelqu'un qui va aller sur le parking de la salle d'enchères pour aller prendre 50 photos de la voiture. Ouais, alors qu'avec un importateur directement, c'est souvent le cas, quoi. Il pourra avoir les contacts pour éventuellement accéder à la voiture avant ou autre. Nous, on ne peut pas faire ce boulot-là. Donc on peut demander par contre un album photo une fois que la voiture elle est passée. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. On a eu un album photo de, je sais plus, une cinquantaine de photos de toute la voiture. Mais après l'achat effectué alors. Après achat, exact. Ouais, donc c'est un petit peu... C'est ça, elle était sur le parking en attendant son bateau, quelqu'un est venu pour prendre des photos de tout. Donc c'est là qu'on a vu les pneus et c'est là du coup qu'on a pu anticiper. Donc là ça valait le coup clairement de faire de payer parce que c'est une petite presta en plus, mais ça valait complètement le coup pour préparer le rapatriement, savoir qu'est-ce qu'il faudrait changer déjà en prévision. On a le problème que en gros le vivier de pièces détachées d'occasion, il est de l'autre côté de la planète, donc il faut anticiper dès qu'il y a un besoin. Parce qu'après tout ce qui est import, ça prend aussi du temps, quoi. C'est ça. D'ailleurs en parlant du temps, ça a pris combien de temps le trajet de Yokohama du coup, c'est ça? Ouais, elle est partie de Yokohama. Donc en gros cette voiture elle est passée à une salle d'enchères à Osaka. Elle a été rapatriée ensuite au port de Yokohama qui est juste au sud de Tokyo pour prendre le bateau et partir de là. Donc c'était un peu un vice, j'ai suivi le bateau tout le long, quand il a pris la voiture au port de Yokohama, et ensuite à chaque transfert qu'il a fait dans les différents ports. Donc il est passé par un autre port au Japon, il est passé en Corée, Singapour, avant de remonter via le canal de Suez et arriver en Méditerranée, quoi. Ok. Donc ensuite l'Angleterre, elle a été déposée à Zeebrugge. C'est là que les ennuis ont commencé parce que il y avait un bateau de transfert qui devait la rapatrier de Zeebrugge au Havre. Le Havre, c'était le port de destination initial. Et le bateau a été annulé, donc 1 mois et demi de délai en plus, la voiture qui était sur un parking a traîné, donc on a négocié ce qu'on a pu et finalement on a réussi à la récupérer à Zeebrugge. Surtout qu'elles sont recomposées entre toutes, je pense que sur les ports, non? On voulait éviter surtout les transbordements, les manipulations entre les bateaux, etc., chargement, déchargement. Parce que du coup après, comment ça se passe s'il y a un problème? C'est pour votre port, quoi. Ça dépend du problème. Là, si c'est une batterie à plat, ils savent la démarrer. Si c'est une voiture qui ne démarre pas du tout, non, mais je veux dire, c'est des impacts, c'est des chocs, c'est des... ça c'est un petit peu... Ouais, c'est litigieux, donc c'est pour ça qu'on voulait éviter les problèmes. Parce que du coup, au niveau de l'assurance, c'est fait déjà durant le rapatriement ou c'est une fois qu'elle est sur le territoire français? En gros, toi, tu as une assurance pour quand tu roules avec. Tant qu'elle ne quitte pas le port, tu es sur l'assurance du transitaire. D'accord, donc ça va. Donc s'il y a quelque chose... Donc là, pour ça, ça va. C'est considéré comme de la marchandise, donc c'est assuré comme ça, quoi. Ok. Donc c'est couvert pour ça. Écoute, merci pour ces petites informations et cette présentation. Merci aussi à toi, Hugo, qui finit la vidéo derrière la caméra. Cette Honda Beat, franchement, je suis super content de l'avoir découverte parce que, comme dit, c'est un modèle super rare ici et je pensais jamais en voir une de mes propres yeux. Donc merci d'être venu avec. Vous avez pu apercevoir la MX5 dans la vidéo. Si jamais un essai de cette MX5 vous intéresse, voilà, c'est quelque chose de faisable. Hugo est open pour ça, donc voilà, dites-le moi dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et à aimer cette vidéo. Pas mal de vidéos devraient arriver prochainement. Logiquement, la prochaine vidéo, c'est l'essai de l'Alfa Romeo Tonale. Donc on change totalement de catégorie, de type de voiture, totalement. Mais voilà, donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!